déjà le bal avec une première présentation. Donc, la première présentation sera donnée par Mélanie Lebert, docteur en sciences de la réadaptation et stagiaire postdoctorale à l'Université Laval et Vitam. Mélanie regarde avec nous si la thérapie de groupe en physiothérapie est une solution aux listes d'attente. Merci d'accueillir notre première présentatrice Bistro Brain à Québec. Donc, je m'appelle Mélanie Lebert, je suis stagiaire postdoctorale à l'Université Laval, mais j'ai aussi complété une formation en physiothérapie et j'ai complété mon doctorat sur un programme de physiothérapie qui se donnait en groupe. Et donc, ce soir, j'espère partager avec vous mon intérêt pour le format de groupe en physiothérapie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on commence par une mise en situation. Donc, imaginez-vous que vous commencez à développer des fuites urinaires au sein de vos activités. Donc, ça commence les activités physiques, puis ça vient à la toux. Donc, première toux, pas de problème. Deuxième toux, ça va encore. Troisième toux, c'est là qu'il y a des fuites. Puis, au fil des mois, de la troisième toux, ça passe à la deuxième toux. Puis, le temps continue à passer. Puis, finalement, c'est dès la première toux que les fuites surviennent. Là, vous décidez que vous en avez assez. Ça a un impact négatif sur votre qualité de vie. Vous allez prendre ça en main, vous consultez en physiothérapie, vous appelez une clinique, on vous dit pas de problème, on vous prend, on accompagne ce genre de situation-là. On vous donne rendez-vous, on se voit dans 4 mois. Est-ce que c'est un délai qui vous satisfait, oui ou non? Non, en effet, c'est assez peu satisfaisant. Et donc, ça, c'était la mise en situation. Maintenant, je veux élargir la conversation de la physiothérapie à toutes sortes de motifs de consultation. Donc, on peut bénéficier de la physiothérapie pour plusieurs raisons. Et le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec nous indique plusieurs motifs de consultation. Donc, on retrouve les fuites urinaires en période de grossesse ou en dehors, mais aussi des motifs de consultation avec lesquels vous êtes peut-être plus familier. Donc, des blessures articulaires, musculaires, la douleur chronique, des troubles neurologiques comme des AVC ou des conditions neurodégénératives, des problèmes cardiaques, pulmonaires, des traumatismes crâniens après une chute, un accident et des troubles de l'équilibre, par exemple. Donc, ça fait beaucoup de monde qui pourrait bénéficier de la physiothérapie, en théorie. Et par curiosité, à main levée ce soir, qui a déjà consulté en physiothérapie? Quand même pas mal. Si je repose ma question maintenant, qui, ce soir, à main levée, a déjà consulté en physiothérapie au public? Donc, c'est une répartition différente entre les soins de physiothérapie qui sont offerts au public et au privé. Donc, si on remonte dans le temps, en 2014, c'était 58 % des services de physiothérapie qui étaient offerts au public et 42 % au privé. Et si on regarde aujourd'hui sur le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, on voit que c'est plus 44 % qui seraient assumés par le privé et jusqu'à 56 % par le public. Mais là encore, ça va dépendre des motifs de consultation. Donc, si on regarde les aides techniques, donc les évaluations, puis l'accompagnement pour compléter les documents pour bénéficier, par exemple, d'une marchette qui serait remboursée par la RAMQ, mais là, c'est jusqu'à 75 % au public. D'autres motifs de consultation, donc les douleurs lombaires, vous avez mal au dos, la rééducation périnéale pour les fuites dont on parlait tantôt, mais ça va être principalement assumé par le privé à hauteur de 73 % et 79 %. Donc, tant mieux, il y a quelqu'un pour répondre à ce besoin-là. Les services sont offerts, mais pour certaines personnes, ça pourrait constituer une première barrière à l'accessibilité des soins, une barrière financière, par exemple. Donc, si on reprend notre exemple des fuites urinaires qui va toucher beaucoup les femmes âgées, peut-être qu'elles n'ont plus accès à une assurance qui était liée à leur employeur, donc elles doivent assumer les frais de leur poche. Donc, tout ça, ça fait en sorte que ça pourrait être une première barrière à l'accessibilité des soins. Autre barrière importante, les temps d'attente. Si on regarde, en 2017, il y avait plus de 18 000 personnes qui étaient en attente de soins de physiothérapie au Québec. Et de ces personnes-là, il y avait 16 % qui attendaient depuis plus d'1 an. Donc, ça fait quand même de longues attentes. Et le problème avec ça, c'est que les attentes ont des conséquences négatives sur la santé. Donc, on parle par exemple de l'atteinte de résultats cliniques non optimaux. Donc, dans bien des cas, intervenir rapidement, c'est ce qui nous permet d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, après un AVC, après un événement cardiaque, même dans certains cas de douleur, ça va être important d'intervenir le plus rapidement possible.
pourrait y avoir aussi une aggravation de l'état de santé. Donc, on pense aux motifs de consultation tantôt, les troubles de l'équilibre, la personne qui est en attente d'accompagnement, en attente de suivi, bien, pourrait très bien, pendant ce temps-là, chuter. Cette chute-là pourrait causer une fracture. Et là, on rentre dans une cascade de conséquences qui peuvent être assez graves sur la santé et qui pourraient augmenter les coûts pour le système de santé. Donc, avoir un accompagnement en physiothérapie, peut-être hebdomadaire, ça reste qu'il y a des coûts qui sont associés, mais ça serait moins dispendieux qu'une chirurgie de remplacement total de hanche si c'est nécessaire avec la fracture. Et parallèlement à tout ça, il y a une augmentation du stress professionnel pour les équipes cliniques qui gèrent les listes d'attente puis qui doivent prioriser des cas par rapport à d'autres dans des situations où parfois les besoins sont importants partout où ils regardent. Donc, il y a ça à considérer. Et face à ça, le format de groupe pourrait être une solution. Donc, il y a déjà des données qui démontrent une efficacité clinique similaire ou en tout cas pas inférieure au format individuel auquel on est plus habitué pour des problèmes musculo-squelettiques, donc douleur à l'épaule, douleur au genou, problèmes neurologiques, c'était principalement des AVC après un événement cardiaque, et pour les fuites urinaires dont on parlait tantôt. Ce qui serait intéressant avec le format de groupe, c'est qu'au-delà de la gestion des listes d'attente, donc c'est sûr, si on voit plusieurs personnes à la fois plutôt qu'une seule, on vient réduire notre liste d'attente plus rapidement, il pourrait aussi y avoir certains avantages financiers. Donc, si on va payer pour une heure le ou la physiothérapeute, quitte à ajuster le montant pour refléter la charge ajoutée de gérer un groupe, on a quand même des chances que ça revienne moins cher par personne, autant pour le système public qui doit assumer les coûts ou pour les personnes qui arrivent et qui déboursent de leur poche. Donc, il pourrait y avoir cet intérêt-là. Mais surtout, et c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer maintenant, c'est que le groupe pourrait avoir un effet de soutien, pour un renforcement de la motivation. Et ça viendrait renforcer l'adhérence aux exercices et l'assiduité aux séances, qui sont vraiment des éléments clés pour avoir les meilleurs résultats possibles en physiothérapie. Donc, pour parler de la motivation, on va regarder ensemble un modèle théorique. Même si, de prime abord, modèle théorique, ça n'a pas l'air très motivant. Restez avec moi. C'est un modèle de motivation qui a été proposé par Bandura pour l'adoption de certains comportements. Puis là, le comportement qu'on cherche à adopter, c'est faire les exercices de physiothérapie. Donc, on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent nourrir la motivation. Donc, on va les voir ensemble. On va se concentrer sur les 3 premiers qui ont plus de chances d'être influencés par le format de groupe. Donc, le sentiment d'auto-efficacité, c'est le sentiment qu'on serait capable de réaliser quelque chose. Donc, dans ce cas-ci, c'est la conviction qu'on serait vraiment en mesure d'être assidu dans nos exercices. Et ça peut se nourrir de plusieurs façons. Donc, l'expérience active de maîtrise, c'est si on constate qu'on a été capable de le faire dans le passé, bien, on a plus de chances de croire qu'on va être capable de le faire dans le futur. Mais aussi, il y aurait 3 éléments qui pourraient être influencés par le format de groupe. Donc, l'observation de l'expérience des autres. Donc, si on voit quelqu'un qui a un profil similaire qui est capable de le faire, bien, on est peut-être un peu plus en mesure de se dire, bien, si lui est capable, bien, moi aussi. La persuasion verbale, ça serait sûrement plus le physiothérapeute ou la physiothérapeute, mais le groupe pourrait embarquer dans les encouragements aussi puis venir nourrir ça. Et les modulations de l'état émotionnel et psychologique, ici, c'est en se sentant inclus ou incluse dans un groupe, on pourrait développer un sentiment d'appartenance, puis ça pourrait nous donner un nouvel élan, un nouveau souffle pour réaliser les exercices. Donc ça, c'était le sentiment d'auto-efficacité. Les résultats attendus maintenant, parce que s'attendre à des résultats qui comptent vraiment pour nous, bien, c'est un moteur important de la motivation. Et le groupe pourrait moduler les attentes. Donc, si on voit des personnes qui ont un profil similaire, qui bénéficient des exercices, on pourrait avoir envie plus de les faire. Ce qui est un peu différent de tantôt. On voyait les gens qui étaient capables de le faire, on se pensait capables aussi. Là, on voit les gens qui en bénéficient, donc on veut les avantages pour nous aussi. Donc, c'est un autre élément qui pourrait être influencé par le format de groupe. C'est un peu comme quand on va lire les reviews avant d'aller essayer un endroit. Donc, s'il y a 50 personnes qui nous disent que c'est vraiment génial, on a peut-être un peu plus envie d'y aller. Donc, c'était sentiment d'auto-efficacité, les résultats attendus. Quand on regarde maintenant du côté des facteurs socio-structurels, pour certaines conditions de santé qui sont un peu plus tabous, comme les fuites, par exemple, le groupe pourrait avoir un effet de normalisation, puis ça viendrait diminuer la stigmatisation qui est associée à cette condition-là. Donc, ça nous donnerait un espace pour en parler de façon un peu plus libre, et ça nous permet de mieux agir dessus. Donc, dans le cas des fuites urinaires, par exemple, le groupe pourrait avoir ce rôle-là. Donc, un potentiel intéressant du format de groupe. Maintenant, où le trouver?
Si on regarde au Québec, c'est seulement 39% des établissements publics de santé qui proposent un format de groupe quelque part dans leur offre de soins. Et plus spécifiquement, pour notre exemple des futurinaires, c'est seulement 13% des physiothérapeutes qui vont pratiquer pour le traitement des futurinaires au public qui le proposent dans leur pratique. Donc, c'est encore assez limité pour le moment. Et donc, si on fait un petit tour d'horizon de ce qu'on a vu, donc, il y a définitivement des enjeux d'accessibilité en physiothérapie auxquels on pourrait s'attarder. Le format de groupe pourrait être une façon de le faire, pourrait nous aider à réduire les listes d'attente, mais il y aurait aussi plusieurs autres avantages. Donc, on l'a vu à travers la motivation. Mais par contre, c'est encore assez peu proposé, c'est encore émergent pour le moment. Et donc, j'aimerais maintenant vous proposer la suite dans un deuxième épisode. Mais je vais quand même vous laisser avec un petit teaser de ce qui s'en vient. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi? Donc, on veut chercher à comprendre pourquoi ce groupe-là, le format de groupe, est peu utilisé. Donc, on va aller interroger les physiothérapeutes, les personnes qui consultent en physiothérapie pour essayer de voir c'est quoi les obstacles et les motivations au format de groupe dans le but de développer des stratégies pour réduire les attentes, oui, mais pour répondre aux besoins des personnes concernées. Parce qu'une stratégie qui est cliniquement efficace, c'est bien, mais une stratégie qui est adoptée puis de laquelle les gens peuvent vraiment bénéficier, bien, c'est encore mieux. Ouais. Merci, Mélanie, d'avoir brisé la glace de Québec. On l'a annoncé, c'est maintenant le temps des questions. Donc, je vois déjà personne au micro. Il faut y aller. Fonctionne? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup pour ta présentation. J'ai une question pour toi. Oui. Quand tu parles de thérapie de groupe, j'imagine que tu parles de 5-6 personnes en même temps. Ma question, c'est de savoir, est-ce que les physiothérapeutes aujourd'hui n'ont pas déjà 3 patients en même temps qui font des exercices séparés dans la pièce? En tout cas, moi, mes expériences au physio, c'était ça. Puis, tu sais, d'ajouter... c'est déjà des personnes qui prennent plusieurs personnes en même temps. Puis, tu sais, d'ajouter des groupes en même temps, est-ce que ça ne crée pas un défi? Puis, en tout cas, est-ce qu'il y a vraiment... Tu sais, en tout cas, première question, est-ce que c'est déjà le cas que les physios prennent plusieurs patients en même temps? Puis, deuxièmement, est-ce que ça répond vraiment à un besoin ou est-ce que ça ne va pas forcément améliorer les choses tant que ça? Mais ce qu'on peut voir en physiothérapie, c'est une bonne question parce que souvent, c'est ça qu'on va voir. Il y a un certain chevauchement. Donc, on voit les patients pour des 30 minutes, mais il y a une heure qui est bloquée. Puis, les patients se chevauchent à raison de 30 minutes. Donc, c'est un peu le format qui est généralement adopté, bien qu'il y a certains motifs de consultation où il n'y a pas ça. Donc, par exemple, en rééducation périnéale, comme on en parlait tantôt. Mais oui, il y a souvent un chevauchement. Par contre, ce n'est pas vraiment des personnes qui vont consulter ensemble. Donc, ce qui est généralement le cas, c'est qu'il va y avoir peut-être une partie d'électrothérapie ou de thérapie par la chaleur ou la glace. Puis, on va essayer de faire en sorte que pendant que la personne fait une certaine activité, l'autre personne va avoir un peu plus d'attention du physio, de la physio, puis d'alterner un peu là-dedans. Fait que les personnes ne sont pas en interaction et ne consultent pas forcément pour la même chose non plus. Donc, le groupe pourrait avoir un effet un peu plus de soutien puis de rassembler les gens, surtout si c'est des conditions qui sont, on va dire, tabous, des conditions qui sont chroniques ou des conditions qui sont peut-être stigmatisées sans être tabous, comme certains accidents de travail. Donc, il pourrait y avoir ce nouveau souffle-là au sein des groupes qu'il n'y a pas dans les chevauchements. Puis, ça permet aussi de voir plus de personnes à la fois que là, même s'il y a un chevauchement qui vient pour des raisons pragmatiques, là, avec les listes d'attente puis tout ça, c'est quand même, si on parle d'un groupe de 5, 6 jusqu'à 8 personnes, ce qui est généralement le cas dans les études, c'est quand même plus que 1,5. Donc, on pourrait avoir aussi un bénéfice en plus à ce niveau-là, potentiellement. Merci beaucoup. Question? Merci pour la présentation. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il faudrait, dans ces groupes-là, que les personnes aient des problématiques similaires ou ça peut être plusieurs personnes en même temps pour des motifs différents? Est-ce qu'ils suivraient le même genre de traitement en même temps pour qu'ils voient une progression sur les mêmes limitations qu'ils ont? Est-ce que ça serait ça l'approche désirée ou pas nécessairement? C'est un des éléments qui, je pense, va ressortir dans les obstacles et motivations. Mais de ce que j'ai vu dans la littérature et de ce que j'ai fait concrètement dans mon doctorat, c'était pour des conditions similaires, voire
identiques, parce que comme ça, les programmes s'adressent à tout le monde, puis il y a des ajustements qui sont possibles. Donc, par exemple, le programme que j'évaluais au doctorat, c'était un programme pour les fuites urinaires, et il y a certaines positions. Donc, on commence couché pour aller faire des contractions du plancher pelvien sans avoir à lutter contre la gravité. Ensuite, on va en position assise. Après, on va debout. Mais pour certaines personnes, coucher, c'était un peu compliqué, ou il y a certaines postures intermédiaires, comme on le faisait à quatre pattes, bien, certaines personnes vont venir mettre les bras sur la chaise. Donc, il y a des ajustements qui sont possibles à l'intérieur d'un groupe, mais généralement, les exercices devraient s'adresser à une population assez similaire. Donc, je pense que ce serait plus facile s'il y avait des conditions assez proches. Et c'est pour ça que les personnes devraient être évaluées de façon individuelle, puis ensuite triées, voir si elles sont des candidates ou des personnes potentiellement éligibles pour bénéficier de groupes comme ça. Mais j'ai vu aussi dans certaines études où il y avait des conditions, on va dire, plus vastes, douleurs chroniques, par exemple, puis ils fonctionnaient par circuit. Donc, c'est des gens qui vont s'entraîner ensemble, qui vont avoir un exercice, un programme d'exercice qui est personnalisé, mais qui se retrouvent sur une plage horaire spécifique pour s'entraîner ensemble, puis il y a un volet de groupe de discussion. Donc, il y a les deux qui sont possibles, mais j'ai plus vu, en termes de ce qui a été publié, ce qui a été fait, j'ai quand même plus vu des conditions similaires ensemble. Dernière question. Oui. Rapido. Je viens du domaine de la psychologie où on fait des comparaisons sur l'efficacité des interventions, soit individuelles, soit de groupe. Puis je me demandais s'il y avait des études qui évaluaient justement l'efficacité de l'intervention, puis comment l'efficacité est documentée. Est-ce que c'est l'adoption des exercices? Est-ce que c'est leur maintien sur une courte période, une période plus ou moins longue? Est-ce que c'est le soulagement de la douleur, par exemple? Donc, j'aimerais ça vous entendre sur ça. Oui, mais quand je parlais des données cliniques qui avaient été obtenues jusqu'à présent, c'était principalement sur l'efficacité clinique. Donc, on n'a pas... Il faudrait que je retourne dans ces études-là, mais principalement, ce qui me vient, c'était d'aller voir est-ce que les objectifs cliniques étaient atteints. Et ce que le programme sur lequel j'ai travaillé au doctorat aussi avait été validé par rapport à le format qui était individuel. Puis là encore, c'était sur les objectifs cliniques, donc est-ce qu'ils étaient atteints. Il y avait une satisfaction du côté des patientes, mais aussi le nombre de fuites par semaine, qui était vraiment l'indicateur phare. Puis ce qui a été vu, c'est qu'au bout des 12 semaines du programme, c'était 78 % de réduction des fuites, puis c'était assez similaire donc en groupe et en individuel. Donc, les résultats cliniques sont là. Après, ce serait intéressant de voir est-ce que c'est vraiment lié au fait que les personnes font plus leurs exercices. Ça pourrait être une étape intéressante, mais pour l'instant, c'était vraiment plus les objectifs cliniques. Oui. Pour cette dernière question. Merci encore une fois, Mélanie. Je pense que tu as fait quand même une bonne sensibilisation, peut-être la persuasion verbale avec ça. Hein? Okay, merci encore une fois, une bonne applaudissement.